Bon dimanche à tous. Convoqués pour le dimanche 9 février 2020 au Cameroun, les élections municipales et législatives pourraient changer la cartographie politique du Cameroun. Certaines formations politiques sont d'ores et déjà en ordre de bataille. Mais la problématique du mode de désignation pourrait impacter sur les résultats de ce double scrutin entre investiture au nom de la discipline du parti et primaire au nom de la démocratie. Le choix s'annonce cornélien pour les formations politiques en compétition. L'enjeu étant de craindre le vote sanction ou le vote de confiance. Mais au regard de la situation politique au Cameroun, quel mode de désignation des candidats à ces élections locales est indiqué? C'est le premier sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. En deuxième sujet, nous parlerons de la loi sur le tribalisme qui est en gestation. Le motif d'outrage à la tribu devrait bientôt intégrer le code pénal camerounais, selon les termes du projet de loi déposé mercredi dernier par le gouvernement au Parlement. En cas de vote et de promulgation, la loi camerounaise punira d'une peine d'1 à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 300 000 à 3 millions de francs CFA toute personne convaincue d'apologie à travers des discours de haine ou qui incitent à la violence contre les individus en raison de leurs appartenances ethniques et tribales. La mesure annoncée suffit-elle pour consolider le vivre ensemble au Cameroun? Quel rôle doivent jouer les formations politiques et leurs leaders pour préserver cet acquis? C'est le deuxième sujet qui est en débat ce dimanche. Et en dernière dorsale, nous saisirons l'intervention du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, au deuxième forum sur la paix de Paris, sur la gouvernance mondiale. Le chef de l'État du Cameroun a plaidé pour une réforme des instruments de coopération multilatérale mis sur pied au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais quelle réforme urgente pour la préservation de la paix dans le monde? Le sujet constitue la troisième dorsale de cette émission ce dimanche. Cette émission, comme tous les dimanches, admettra l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies uniquement par SMS et par WhatsApp au 695 38 79 46 et au 651 94 11 31. Notre code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Ils sont pour l'heure 4 à nous avoir rejoints pour cet amphithéâtre dominical sur les antennes de la télévision du Monde, désormais disponible, et c'est officiel depuis la semaine en cours sur le canal 308 du bouquet Canal+. Bertrand Tassinda, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes homme politique, vous êtes un cadre du nouveau mouvement populaire, le parti du président Badakani. Merci de nous avoir rejoints ce dimanche. Bonjour monsieur Yves Sanjo, j'ai toujours apprécié votre élégance et votre sérieux. Merci de m'avoir invité avec en fait des partenaires, des amis pour effectivement débattre des sujets que vous portez à notre connaissance. J'espère bonjour à vos téléspectateurs, c'est dimanche. Et puis juste un mot pour Yves Sanjo pour dire effectivement que nous avons un problème d'ordre social à Douala. Il n'y a pas d'énergie. C'est assez embêtant, surtout que les responsables de cette société ne communiquent pas. Vos portes sont ouvertes. Nous en appelons à ces responsables de venir expliquer. Les populations de Douala vont comprendre. Est-ce qu'ils sont en train de refaire en quelque sorte le système de distribution désuet de la ville de Douala? Est-ce qu'il y a des problèmes? La rumeur court qu'il y aurait eu un incendie dans un transformateur à Rond-Point, c'est-à-dire un quartier de Douala. Mais c'est invivable.
Vous connaissez un peu, les Camerounais en ce moment ont les nerfs à fleur de peau. Ils sont très vexés, les Camerounais. Donc, ce serait bien qu'ils communiquent et surtout qu'ils puissent faciliter nos enfants de préparer en quelque sorte les examens. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois qu'on fera un très très bon débat. Merci Bertrand d'avoir tiré cette sonnette d'alarme. Juste à proximité de Bertrand Tassindar, il est là pour le compte du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, dont le premier secrétaire est Serge Espoir Matomba. Serge Gauthier Onanina, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour, bon dimanche à vous, chers téléspectateurs. Bon dimanche à vous, Hervé Yves Sanjo. Je voudrais saluer tous les milliers de militants du PURS qui sont fortement engagés ces derniers temps dans la composition de leur dossier, mais surtout dans la constitution des listes. Je voulais également en profiter pour saluer les sous-préfets et les maires qui, à partir de la semaine prochaine, vont s'arranger à disparaître de leur bureau pour ne pas délivrer toutes les pièces irrelatives, surtout concernant les maires. Vous le savez, Yves, au lieu de justifier leur bilan par un ensemble d'actes posés en faveur de la population pour son bien-être, ils ont plutôt peur de cette compétition, de cette concurrence qui arrive, et on se plaint déjà ça et là partout au Cameroun. Et je salue également LTM, vous l'avez dit, qui est désormais sur le canal, vous avez dit 308. 308, c'est toujours bien d'être regardé à l'international, ça fait du bien. Et puis, je voudrais également présenter Abdoulaziz Konaté, qui est l'homme ressource de la personnalité civile sur ce plateau ce dimanche. Abdoulaziz, merci de nous avoir rejoints. Merci Monsieur Sanjo de m'inviter sur votre plateau. Je salue toutes les spectatrices et spectateurs d'LTM Télévision et je souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Merci. Et puis je voudrais présenter le mandataire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau ce dimanche. Il s'agit de maître Julius Achou Ngotabe, avocat au barreau du Cameroun. Il est cadre de cette formation politique au pouvoir. Maître, bon dimanche. J'allais dire barista. Merci beaucoup. Yeah, thank you very much. Je prends l'occasion, saisis l'occasion également de saluer l'espoir de co-panélistes. Et bonjour Cameroun. Je voudrais avec vous, barista, qu'on ouvre les échanges sur la première thématique en rapport avec la convocation du corps électoral, précisant d'ailleurs que les candidats ont jusqu'au 28 novembre pour pouvoir déposer leurs différents dossiers de candidature auprès des différents démembrements d'Election Cameroun. Mais cette semaine, la presse semblait insister sur le mode de désignation des candidats à ces élections locales-là. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, certains semblaient indiquer que la tâche s'annonce herculienne. On attend les consignes ou la circulaire du président national pour certains, mais on indiquait que le RDPC est plus ou moins entre le marteau et l'enclume, entre le mode d'investiture qui a souvent été le vôtre et tout naturellement des voix qui s'élèvent au sein de votre formation politique exigeant les primaires. Est-ce que le RDPC n'est pas en difficulté finalement avec ces élections qui sont annoncées? Non, difficulté non. S'il y a difficulté, n'est-ce pas, dans la sélection des candidats, ce n'est pas dans le RDPC parce que nous ne préparons pas, n'est-ce pas, les élections lorsqu'on convoque le collège. Ça se prépare bien avant. Il faut noter que nous avons un système de présélection, n'est-ce pas, avec le consentement de la base. Donc il n'est pas question, n'est-ce pas, que les aventuriers puissent s'y mixer dans nos rangs sans qu'il y ait un peu de contrôle, d'abord par la base et par, n'est-ce pas, les différents comités, n'est-ce pas, de présélection. Nous sommes sereins, mais en tant que Camerounais et membre de RDPC, je veux implorer le Camerounais en se regardant en face, en se disant qu'il faut qu'on élimine la haine qui est en train d'être installée, n'est-ce pas, dans nos rangs. Dans la démocratie, la divergence d'avis et d'opinion sont tolérées. Ce n'est pas parce que je suis pas d'avis avec vous, n'est-ce pas, que vous devez m'insulter et vous me traiter de tous les noms, de tous les mots. Ce n'est pas bien. Il faut le Camerounais, on revient à notre passé. Lorsque vous voyez notre Camerounais, vous l'appelez mon frère, sans savoir là d'où il sort et comment il vit. Il faut que l'amour qui existait, n'est-ce pas, dans ce pays revienne. Vraiment, je suis vraiment choqué quand je constate la façon à laquelle certains Camerounais, n'est-ce pas, réagissent, n'est-ce pas, lorsqu'il y a divergence d'opinion. Je suis vraiment choqué. Il est temps qu'on comprenne que nous sommes dans la démocratie et les divergences d'opinion et d'avis
doivent être tolérés. C'est obligatoire. Très bien. Abdelaziz Konaté, la question des investitures ou des primaires est un choix pour certains cornéliens. Les formations politiques sont face à un véritable dilemme. Vous qui observez la scène politique aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir des risques d'implosion si les choix qui sont opérés par ces formations politiques-là ne sont pas ceux finalement qui conviennent à la base? Oui, bon, nous observons effectivement depuis un moment un relent de tension sur la scène politique. Et comme l'a dit le doyen, il ne faut pas perdre de vue que la politique est un combat d'idées, pas de personnes. Malheureusement, nous constatons que ça commence, il y a beaucoup d'amalgame en cela. Et malheureusement, ça ne sert pas au jeu démocratique. Et celui qui en paye le prix fort, malheureusement, c'est le citoyen lambda. C'est le bensikineur, c'est le callboxer, c'est le pousseur et autres. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un besoin qui se fait ressentir par divers partis politiques, notamment celui au pouvoir du RDPC, qui est la base, qui a ce souci véritable, n'est-ce pas, de vouloir voir émerger des personnes qu'ils portent, des personnes en qui ils ont confiance ou alors qui les représentent mieux, n'est-ce pas, sous certaines scènes. Et bon, nous sommes en train d'observer, nous attendons les décisions qui vont être prises par justement le comité dirigeant, c'est-à-dire le comité central de ce parti-là, et notamment aussi dans les autres partis, les partis d'opposition. Nous pensons que, bon, dans tous les cas de figure, ne perdons pas de vue que nous sommes un et indivisibles. C'est le problème des Camerounais qui doit être débattu dans son entièreté, mais en restant dans le jeu politique, en restant tout simplement dans le jeu politique et en ne faisant pas de confusion. Très bien. Voilà. Bertrand, sur la question du mode de désignation, c'est le grand débat depuis pratiquement quelques semaines. Et certains semblent dire que le corps électoral qui est convoqué a beaucoup changé. On est bien sorti des années post-indépendants ou simplement de l'avènement du pluralisme politique au Cameroun. Les formations politiques doivent-elles se méfier de cette question? Disons que c'est primaire en quelque sorte ou désignation. J'ai l'impression que les primaires concernent uniquement c'est un problème de grands partis et notamment un grand problème au sein du RDPC. La circulaire est sortie. J'ai lu la circulaire parce que j'ai beaucoup d'amis dans le RDPC. Je ne suis pas militant du RDPC. On est obligé plus ou moins de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de ce parti. Pourquoi? Le président national de ce parti est le président de la République. D'ailleurs, on a toujours dit, on ne sait jamais, effectivement, quand est-ce qu'il prend une décision étant président de la République sans tenir compte aussi de son appartenance au sein du RDPC. Vous avez une phrase dans la circulaire qui dit « Il faut penser à faire la promotion des gens de bonne moralité ». Ça veut dire quoi, les gens de bonne moralité? Et aussi, à la tête de ce parti, eh bien, vous avez des règles non écrites. Une règle non écrite. Est-ce que le président de la République peut accepter que son président de l'Assemblée nationale soit battu au sein du primaire? Ben voilà! Gérer le Cameroun, c'est pas seulement être très fort sur le plan politique. C'est tenir compte aussi, comment je vais dire, que de ce que nous appelons l'équilibre social. C'est tenir compte de la gestion d'un certain nombre de familles au Cameroun. Vous ne gérez pas la famille, vous ne gérez pas, par exemple, la famille du président Ahidjo comme si vous gérez la mienne. Quoi qu'on dise, Aminatou Ahidjo a un nom, elle a une histoire. Elle a une origine. Donc on tient compte et puis vous avez ce genre de famille. Vous avez les composantes sociologiques. Vous avez la réalité même de la gestion de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait si le président, M. Cavaille Gibril, est battu lors d'une primaire? Deuxième des choses, effectivement, ça permet au président de tenir son parti. Exemple, vous allez à des primaires. Ce qu'on appelle les rénovateurs gagnent. Ils intègrent l'Assemblée nationale. Eh bien, le président envoie un projet de loi, eh bien, ils expliquent que le projet de loi ne les intéresse pas. Ben, ça s'est déjà vu. En 90, avec ce qu'on appelait les rénovateurs. À l'époque, j'avais un papa qui était député dans le RDPC. Oui, il était rénovateur. Donc, c'était extrêmement difficile au sein de ces partis. Deuxièmement, à l'intérieur du parti, ben, vous avez aussi ce qu'on appelle les puissances de l'argent. Un parti, la politique se finance. La politique, j'ai même envie de dire qu'elle coûte cher dans nos pays. Le travail est rare. Qu'est-ce que vous faites?
Vous avez un milliardaire qui appartient, comment je vais dire, qu'à une région, à une section. Il est battu au sein d'une primaire. Vous faites comment? Et vous avez qui le bat? C'est-à-dire qu'un jeune, entre guillemets, débrouillard, avait beaucoup de respect dans le mot débrouillard, bat le milliardaire. Ben, vous êtes président national, vous voyez effectivement ce que ça peut vous apporter d'avoir un certain nombre de forces dans ce type de financement. Mais nous, au NLP, nous n'avons pas ce problème. Je vais même plus loin. Je vais même plus loin. Vous avez effectivement ce qu'on appelle effectivement la gestion des hommes. La gestion des hommes. Il faut récompenser la fidélité en politique. Parce que pourquoi? Chaque parti a ce qu'on appelle des hauts et des bas. Et quand vous vivez des situations difficiles, vous avez des militants qui sont convaincus, qui sont convaincants, effectivement, qui sont à l'intérieur du parti et qui continuent à militer. Élections, primaires, ils sont battus. Vous leur dites au revoir, c'est la démocratie, partout ça se fait. Enfin, le mode de désignation par les primaires, c'est extrêmement dangereux. Parce que vous étalez le linge sale en public. Imaginez-vous ici, à Douala-Premier, moi je suis un habitant de Douala-Premier, une élection avec des primaires pour gagner la mairie de Douala-Premier. Eh bien, vous aurez effectivement un certain nombre de secrets, comment je vais dire, que de non-dits du Parti national qui vont sortir à la télévision et c'est très difficile après de recoller les morceaux. Et vous voyez que dans le cas même d'une élection présidentielle, ça s'accommode mal avec l'idée que le citoyen se fait d'un président de la République. Pour moi, un président de la République, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui incarne l'autorité. C'est quelqu'un qui incarne la loi. Il ne faut pas le désigner à l'issue pratiquement d'une primaire. Il faut qu'un parti et un comité directeur, un bureau politique le désigne. Exemple en France, dernière pour chuter. Oui, Madame Ségolène Royal avait été désignée de la façon la plus démocratique que ce soit. Eh bien, le PS avait organisé une primaire. Eh bien, tous les barons, les éléphants du PS qui avaient été battus ne vont pas la soutenir à l'occasion de l'élection présidentielle. Par contre, M. Nicolas Sarkozy, toute la droite, tous les conservateurs, l'UNP, le bureau politique, avait désigné M. Nicolas Sarkozy. Ça fait qu'ils étaient allés véritablement en rang serré à l'élection. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans le mariage de ce qu'on appelle la primaire et la désignation. Serge Gauthier Onanina, est-ce que, au regard des propos de Bertrand Tatinta, on ne pourrait pas craindre effectivement que si le linge sale ne se lave pas en famille, comme il a tenu à l'indiquer avec des arguments suffisamment forts, il n'y a que l'une des conséquences, évidemment, de ce mode de désignation pourrait être le vote sanction. Moi, je ne vais pas parler des autres. Yves, je vais parler de mon parti, du PURS, pour un cas d'école concret, pratique. Chez nous, nous avons adopté les deux formules. D'abord, les investitures pour des raisons simples, de réalisme, de délai, de discipline de parti, mais également de moyens. Moyens financiers parce que nous ne sommes pas, nous sommes peut-être une machine, un appareil politique qui a des faits d'armes, mais nous n'avons pas forcément les mêmes moyens que les autres. Et n'oubliez pas que certains ont été, bien qu'on était préparés à ce rendez-vous électoral, certains croyaient encore, certains de nos militants, ça et là, croyaient encore qu'on aurait pu proroger cette élection, la renvoyer pour des raisons de gestion de la crise anglophone. Alors tout le monde n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir. Donc ça c'est le réalisme, la question de moyens, mais également la question des délais. Nous avons décidé également de récompenser l'engagement. L'engagement, la fidélité, la loyauté, les états de service et surtout la popularité, et non pas l'influence. Parce que l'influence peut être matérielle et peut être relationnelle, mais nous, c'est d'abord une question de popularité, du rapport à la base. Vous êtes populaire parce que vous avez des états de service, parce que les gens croient en vous, parce que les gens partagent votre offre politique, votre projet de société. Et c'est pour cela que chez nous, les responsables, certains responsables engagés ne seront pas forcément les têtes de liste. Parce qu'il y a des militants de base sans responsabilité, qui ont une popularité incroyable, qui ont un engagement, qui ont des états de service, des faits d'armes incroyables dans le parti.
Mais lorsque cela ne va pas marcher, lorsque, au-delà de cela, j'ai oublié l'offre politique, le projet de société, parce que lorsque vous représentez notre formation politique, vous devez avoir une offre politique, un projet de société clair, notamment pour les communes. Quelle vision de la commune avez-vous aujourd'hui? Nous pensons à la commune intelligente, peut-être on va y revenir lors d'un moment de la campagne, mais nous pensons à cela. Quel type de député voulons-nous avoir aujourd'hui pour notre pays? Il faut on s'accorde dessus par rapport à la vision du parti, à ses idéaux. Lorsque cela ne peut pas accorder les gens, le consensus, les primaires il y a des primaires indirectes ou directes qui peuvent exister pour créer le consensus. Mais le principe de base initial, ce sont les investitures pour des questions de réalisme, pour permettre aux partis, parce que les délais sont courts, voyez-vous, on a 10 jours les uns et les autres, il y a des complications. Lorsque vous faites partie de l'opposition, vous n'avez pas toujours la facilité de voir votre document signé. Vous n'avez pas toujours la facilité, parce que vous ne vous êtes pas illicitement enrichi, vous n'avez pas la facilité financière. Et c'est pour cela que chez nous, nous avons indiqué, parce que c'est comme ça que notre parti fonctionne, les responsables régionaux et départementaux sont libres dans l'organisation de leurs unités, sous réserve du respect des textes du parti. Maître Julius Sacho Ngotabé, le RDPC semble visiblement serein pour ce qui est du mode de désignation des candidats à ces élections municipales et législatives, mais tout à l'heure j'entendais Serge Gauthier insister sur les primaires qui peuvent apporter un consensus quand on sait qu'on est là vers une élection de proximité qui, au-delà du bilan, il y a le rapport confiance entre le candidat et le peuple qui va forcément aller aux urnes le 9 février 2020. Est-ce que vous prenez ça en compte au sein du RDPC en vous disant qu'il y a quand même parfois des candidats impopulaires? M. Tassinia a voulu s'aventurer sur un domaine qu'il ne comprend pas. Le RDPC ne fonctionne pas comme ça. C'est ce genre de discours qui crée la haine dans la République, s'il vous plaît. Il faut parler d'un parti politique que vous ne maîtrisez pas. C'est comme si, n'est-ce pas, vous êtes des voisins, vous êtes en train de préparer une sauce qui sent bon, alors que vos enfants à côté, n'est-ce pas, ont faim. Au lieu d'approcher, n'est-ce pas, à ce monsieur qui prépare bien chez lui en disant que bon, je ne vais pas en manger, vous commencez à développer le haine et ça va se traduire à autre chose. C'est ce qui se passe dans ce pays. Il faut noter que dans le RDPC, il y a une commission, on fonctionne à base des commissions créées, n'est-ce pas, par la hiérarchie. Il y a d'abord également la possibilité de la nomination, n'est-ce pas, par la base, n'est-ce pas, du parti. On fait des nominations, il y a la présélection, par la suite, il y a le contrôle et la supervision. C'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les détails, je ne peux pas vous dire. Il y a une circulaire qui circule là, vous pouvez bien le lire, pour comprendre mieux comment le RDPC fonctionne. Et il ne faut pas s'aventurer de dire de n'importe quoi en ce qui concerne un parti dans lequel vous n'êtes même pas membre. Ça crée la haine. Parlez de votre parti et vous devez vous limiter à ça. J'ai beaucoup apprécié le monsieur de Puce parce que c'est comme ça en politique, c'est comme ça. On ne lance pas des missiles, n'est-ce pas, à un adversaire. Tu essayes de vendre ta politique pour que le peuple, n'est-ce pas, qui nous voit là, les spectateurs apprécient et pour choisir le moment venu. Ça, c'est la politique de RDPC. Nous sommes un parti de rassemblement dans le sens que on accepte tout, on ne rejette personne. Et c'est ça notre politique. Je ne peux pas commencer à parler d'un parti politique que je n'ai jamais assisté à une réunion. C'est pas bien. Parce que quand vous allez vous aventurer dans ça, c'est ça qui, c'est les gemmes, la haine que vous êtes en train de créer sans savoir. Peut-être que vous êtes de bonne foi, mais faites attention, nous sommes devant le public camerounais. Abdelaziz Konaté, c'est quand même une élection qui pourrait également encourager les jeunes qui, depuis pratiquement les élections présidentielles du 7 octobre 2018, semblent s'intéresser davantage à la chose politique. On peut observer un regain de taux de participation à ces élections-là, d'où effectivement la problématique du mode de désignation des candidats. Le sujet est-il suffisamment pertinent pour que les partis politiques le prennent avec vraiment beaucoup de munitions? Oui, nous avons pu... Je pense que pour que nous chutions sur le jeu qui s'apprête à se dérouler actuellement sur la scène politique, il y a d'abord eu, je pense, une phase test. La phase test,
même si c'était le gros morceau, c'était les présidentielles. On a vu l'engouement avec lequel la population camerounaise a répondu favorablement, n'est-ce pas, dans toute sa composante, hein, à la chose de politique. On a vu quelque chose qui semblait, bon, qui semblait pour ceux de la génération, on va dire 80 ou alors 90, ça semblait être quelque chose du jamais vu. Parce qu'il y a vraiment eu, on a vu les liesses populaires partout où ça sortait, le PURS, le parti, le LNP, le RDPC et autres. Bon, aujourd'hui, nous notons que la circulaire dont a parlé Maître Barista, pour parler du RDPC, pour rejoindre les propos de mon copanéliste en face, Bertrand, la circulaire a une innovation quand même. Notamment, vous allez voir sur l'article 5 qui parle de l'ouverture des nouvelles figures. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce parti, effectivement, a compris un peu les malaises, n'est-ce pas, ou alors les vieux démons qui jonchaient, n'est-ce pas, les arcantes de ce parti-là. Et aujourd'hui, le président national... Est-ce que ça change quelque chose, Abdelaziz, dans le fond? Est-ce que ça peut changer? Ça peut changer parce que il faut partir dans les quartiers. Allez dans les quartiers. Moi, je suis à Newbel. Allez voir comment ça grouille. Allez dans les sous-préfectures. Vous allez voir les candidatures, les dépôts de candidatures. Et d'ailleurs, on risque de se retrouver même, justement, comme il est même encore prévu, même toujours dans cette même circulaire, que en cas de plusieurs listes, il faut être renvoyé à la base pour que la base puisse pouvoir choisir. Donc vous voyez qu'il y a un engouement qui se met en place parce que cette jeunesse-là, aujourd'hui, aussi veut avoir son pesant d'or sur la scène politique. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, ne veut plus seulement être spectateur, mais elle veut être acteur. Et je pense que l'une des innovations dans ce parti-là, qui est le RDPC, a été justement de cette petite articulation-là, qui a permis que, n'est-ce pas, ce soit une main tendue. Parce que, et ça règle même d'ailleurs le problème des primaires. Parce que quand on revient, quand on voit comment est-ce que les choix vont être pré-rétablis, on comprend très rapidement que c'est une forme de primaire masquée, mais sous l'égide, n'est-ce pas, comment vous appelez? Du secrétariat. Non, les commissions. Donc, partant de là, je pense que l'engouement ne va pas désemplir. Nous voyons aussi bien au niveau autant du MRC que ça bouge, que du PURS, hein, que du parti de M. Cabral aussi qui bouge beaucoup. Donc, il y a un engouement. La jeunesse aujourd'hui veut être véritablement introduite, n'est-ce pas, dans les décisions qui se prennent. Parce que c'est elle qui en est la première victime sur le terrain. C'est elle qui subit, n'est-ce pas, les affres, n'est-ce pas, de cette bonne ou mauvaise politique qui est décidée en haut lieu. Aujourd'hui, donc, nous constatons qu'effectivement, il va y avoir beaucoup d'échanges d'idées. Ça va être très intéressant de vivre ça de près comme de loin. Il va y avoir beaucoup de bonnes choses qui sortiront forcément de là. Alors Bertrand, pour sortir de ce sujet et aborder la dorsale, comment peut-on procéder de manière pratique pour éviter, quel que soit le mode de désignation des candidats, que l'on soit face au monnayage, aux pots de vin, aux pressions multiples qui sont parfois observées dans les formations politiques à ce moment précis? Mais vous pouvez pas l'éviter. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec mon frère Abdelaziz. C'est-à-dire que je comprends Maître, rassurez-vous Maître, j'étais de bonne foi pour expliquer que le passé nous a souvent enseigné et nous permet de mener un certain nombre de réflexions. Je vous ai dit qu'on est obligé de s'intéresser à votre parti. Vous gérez le Cameroun. Deuxième des choses, vous avez hérité de l'UNC. De tout de l'UNC, y compris des maisons du parti. Ces maisons du parti ont été construites par les Camerounais. Vous avez hérité de ça. Ben, ce n'est pas un problème vu que les autres, en fait, se constituent. Mais ils commencent même à s'opposer un problème. Parce que la circulaire, M. Abdelaziz, vous n'êtes pas allé dans le fond. On dit, des gens qui auraient des problèmes d'ordre judiciaire. Ça veut dire que dans votre parti, on est conscient qu'effectivement, vous avez un certain type de Camerounais qui ont des problèmes d'ordre judiciaire et qui veulent véritablement vouloir entrer dans le jeu politique. Vous dites, monsieur Tatsinda, ne vous occupez pas de ce que vous ne vous occupez pas. Excusez-moi, là, c'est votre parti qui le dit. Rassurez-vous, mon parti se porte très bien. Nous, on n'a jamais rien géré, nous sommes des hommes neufs. D'ailleurs, on était ensemble lors de la campagne présidentielle. Vous étiez très fiers aussi de nous avoir à vos côtés.
Parce qu'on y a mis du nôtre dans cette campagne. On a pris les mêmes coups que vous. Parce qu'il fallait soutenir le président de la République. Surtout à un moment donné stratégique où un certain nombre de forces, et nous avons été les premiers à le dire avec force et courage, que des gens veulent détruire le Cameroun. Des gens ont décidé de détruire ce pays. Et là, on s'est dit, on va soutenir le président de la République. On sera dans l'alliance de la majorité présidentielle. La meilleure façon de s'aimer, c'est de se dire aussi la vérité. Je peux donner quelques cas. En Samélima, ça grouille, M. Abdelaziz. Ben oui, parce qu'effectivement, vous avez des rébellions. L'interprétation de la circulaire du secrétaire général du RDPC, vous savez que c'est chacun qui interprète comme il veut. Même au sein de ces commissions. Ben, ne disons pas les choses qui fâchent. Disons tout simplement que nous espérons que les élections se passent très bien. Nous croyons, et les Camerounais, et c'est en ça que je suis d'accord avec Maître, qu'à un moment donné, il faut avoir un minimum de consensus. La paix. Des gens qui nous expliquaient qu'on ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix. Allez demander aux populations du nord-ouest et du sud-ouest si on mange la paix. Donc on doit aller dans cette élection avec un consensus véritable qu'on appelle la paix. Deuxièmement, pour chuter, cette élection va aider le Cameroun et va préparer le Cameroun à rentrer dans la Troisième République. Pourquoi? Parce que le président l'a dit déjà à Paris, que nous allons donner un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous, au NLP, nous prenons nos réserves par rapport à ça. Ça sera débattu au sein de la campagne électorale, de savoir pourquoi on ne peut pas réfléchir à un statut spécial à la région de l'extrême nord, qui va quand même pendant 7 ans, et au moment où je vous parle, il y a 3 villageois qui ont été égorgés hier à 35 km de Moura. Ils en subissent le lourd tribut, cette région du nord-ouest. Donc, voilà un peu les enjeux qui seront dans cette élection, sachant véritablement que au sein des états-majors, certains véritablement de nos amis, donc comme Abdelaziz le dit, des jeunes veulent rentrer en politique, c'est parce que oui, nous avons des conservateurs au sein de nos amis du RDPC qui sont accaparés de la politique et qui n'ont aucun bilan. Serge Gauthier, sur cette thématique, pour qu'on en sorte au sein du peuple uni pour la rénovation sociale, est-ce qu'on a le sentiment qu'il pourrait naître ou gémir de ce scrutin qui est annoncé une nouvelle race d'hommes politiques? Ben écoutez, les faits parlent d'eux-mêmes. Notre leadership en lui-même est un leadership essentiellement jeune. Tous ceux qui sont nos porte-parole aujourd'hui dans les différents médias, je vous rappelle, Yves, que nous sommes présents pour ce dimanche sur 4 plateaux de télé. Vous allez voir, personne n'a plus de 42 ans sur ce plateau, sur un plateau. Cela veut dire qu'il y a un besoin, nous avons compris qu'il y a un besoin de rajeunissement, mais également de renouvellement. Et c'est important, le mot renouvellement de la classe politique. Nous ne sommes pas pour un conflit de génération, mais le représentant du RDPC va m'excuser. Ce sont nos aînés qui ont apporté la corruption, ce sont eux qui ont plombé le Cameroun. Et le personnel, à la fois électoral et politique aujourd'hui, doit être essentiellement jeune, parce que les problèmes les plus criards aujourd'hui concernent essentiellement et principalement, ou en grande partie, cette jeunesse. C'est pour cela que tout va porter d'abord sur ce rajeunissement, mais également l'offre politique à travers la vision qu'on se fait du Cameroun. Elle doit être une vision dynamique, patriotique, et il n'y a que le jeune, parce qu'il est courageux, parce qu'il est téméraire, parce qu'il est conscient par rapport à un vieux. Ce n'est pas un conflit de génération, mais il y a également la question on a parlé des figures, la question des bilans. Quel bilan? Parce qu'aujourd'hui, qu'on puisse être jeune ou vieux, il y aura un problème sérieux de bilan entre les sortants et les entrants. Quand on regarde, où est-ce qu'on va aujourd'hui au Cameroun? Qui dirige le Cameroun? Qui décide au Cameroun? On comprend forcément qu'on a besoin de ce renouvellement de la classe politique, mais une classe politique rajeunie. Je suis sûr qu'une Assemblée nationale avec une centaine ou plus de députés plus jeunes, il y aurait eu des bagarres pour que la crise anglophone soit rapidement résolue. Mais quand vous avez des nonagénaires, on a un centenaire. On a un centenaire à l'Assemblée nationale. Pendant qu'on fait un certain nombre de choses, c'est monsieur Dom. C'est monsieur Dom. Alors que les jeunes vous diraient non, ils seraient prêts à aller au pupitre, ravir le document et dire s'il n'est pas repensé, s'il n'est pas relu, s'il n'est pas corrigé, il ne passera pas. C'est la même chose avec des maires. Si vous avez des maires qui ont 70 ans, j'étais au conseil municipal de la commune de Douala 4e, le maire a de la peine à marcher. Peut-il descendre sur le terrain pour pouvoir prendre connaissance des préoccupations de ces populations? Que non. C'est pour cela qu'à Douala,
dans cette commune, c'est l'une des communes qui héberge le port. Donc c'est une commune qui est dans un pôle économique fort, mais qui a des problèmes de recettes. Ça a été relevé dans le rapport du conseil municipal par la commission des finances. C'est un problème réel. Si ça avait été un jeune, ce problème aurait été résolu parce que le jeune aurait dit, ben, écoutez, vous savez pourquoi cette rigole ces senteurs, cette puanteur, c'est parce que vous ne reversez pas vos impôts et nous avons un problème avec notre personnel qui ne peut pas venir dégager parce qu'eux aussi ont des arriérés de salaire. Ce dialogue, cette force, cette énergie physique à aller causer avec les gens, cette volonté, le vieux pense, l'aîné, le parent pense à ses derniers jours. C'est pour ça qu'il faut rajeunir et renouveler. Et le PURS, c'est là notre vision au PURS. Maître Julius Achou, sur cette question, la circulaire du RDPC semble tendre vers ce rajeunissement de la classe politique. Oui, avant d'en arriver là, je ne peux pas laisser passer n'importe quoi que M. Dupuis vient de dire. Il est membre, n'est-ce pas, le conseil, n'est-ce pas, qui est géré par le maire Koum. Il faut noter que M. Koum, avant d'arriver là, n'est-ce pas, a élevé dans le parti pendant presque 40 ans. Dans le parti, mais pas pour la vie. Il faut noter. Il a roulé sa bosse pendant presque 40 ans pour arriver là où il a. Donc, il n'est pas sorti de nulle part. Dans tous les cas, il faut remarquer, vous voulez ou ne voulez pas, Bonabari est un des quartiers les plus propres ici. Vous voulez ou ne voulez pas. Et vous avez constaté également dans le conseil, le conseil municipal, les jeunes comme lui, plus font, n'est-ce pas, la majorité. Il y a très peu de vieux. Je vous prends en témoin, vous êtes membre. Et ce qui m'étonne, c'est que ce que vous dites ici, devant le mondial visuel, vous ne dites pas ça lors du conseil. C'est parce que vous manquez beaucoup d'expérience. Ben, vous n'étiez pas au dernier conseil. Nous avons été muselés lors du dernier conseil. Vous pouvez lire les articles dans la presse. Serge Espoir Matomba, le conseil municipal a été muselé lorsqu'il a voulu lever le doigt. Alors qu'on a demandé. Il m'interrompt. Quand vous parlez, j'avais rien dit. Il m'interrompt. C'est comme ça que je voulais juste repréciser. Quand vous êtes désordonné, on vous met de côté, vous commencez à vous plaindre. Vous savez, on a toujours dit dans le RDPC que les jeunes doivent oser. Vous ne devez pas rester dans un petit coin, vous pensez qu'on va venir vous chercher. Il faut oser. Et c'est ça qui est le mot-clé que même le chef d'État a utilisé pour les jeunes depuis un certain temps. Si vous ne voulez pas oser, vous voulez que quoi? On va venir vous chercher chez vous, dans la cuisine de votre maman. Il faut sortir, il faut oser. Si on dit qu'il y a les élections, vous êtes intéressé, ça commence d'abord par ta capacité personnelle. Je suis intéressé, je vais être conseiller municipal, qu'est-ce qu'il faut? Et j'ose, n'est-ce pas, pour mettre tout en place pour être conseiller municipal. C'est comme ça la politique. Il ne faut pas dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas aller en classe pour qu'on vous enseigne. Ça commence d'abord par vous-même, personnellement. Est-ce que j'ai déjà 21 ans? Oui. Est-ce que je peux contribuer, n'est-ce pas, à la chose de la République? Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Voici les conditions. Remplissez-le! C'est tout. Dans le RDPC, c'est comme ça. Nous encourageons les jeunes. Et les jeunes, quand on vous encourage, il faut oser. Ne dites pas oui ici, et lorsqu'on vous demande, n'est-ce pas, de monter, faire les affaires pour commencer à vous plaindre. Regardez, on a un jeune directeur général de ENAM. Les gens commencent à se dire que mais, comment il est trop jeune. Quand le chef de la nommé, les gens commencent à... Les Camerounais aiment parler des bouches, c'est-à-dire des deux côtés des bouches à la fois. Quand on fait ceci, on cherche de porter tout le temps. C'est vraiment pour créer la haine. C'est cette haine-là, n'est-ce pas, qui perturbe les gens. Pour ne voir pas clair. Le jour où on va s'arrêter, n'est-ce pas, de regarder ton contemporain, n'est-ce pas, comme un ennemi. Et n'est-ce pas, ces choses-là, le pays va marcher mieux. Regarde dans la fonction publique, regarde au niveau des impôts, regarde au niveau des préfectures, des sous-préfectures. Il n'y a que des jeunes. Il n'y a plus de vieux. Hein. Les gens oublient. Il faut regarder le système camerounais, c'est en train de rajeunir au fur et à mesure. Et c'est normal. Mais il nous faut plus de jeunes qui osent. Votre président plus maintenant a osé. J'ai apprécié le fait que voilà un jeune qui a décidé de briguer pour un premier, n'est-ce pas, pour être président de la République. C'est ce qu'il faut. Lorsque vous restez au quartier, c'est vraiment pour insulter les autres, ou bien vous montez le ce là, n'est-ce pas, faire la discipline. Vous n'aidez pas le pays. Il faut sortir de ça. Viens, n'est-ce pas, devant la scène publique, en disant que moi je peux. Comme Barack Obama avait fait aux États-Unis, que je peux, et vous allez jusqu'au bout.
Abdulaziz, on va sortir avec vous sur cette thématique. Maître Achou insistait sur le discours du président qui demandait à la jeunesse d'oser. Le contexte politique avec ces élections semble cadrer avec ce souhait du président de la République, Paul Biya. Mais la jeunesse qui constitue finalement l'enveloppe la plus importante de la population électorale était suffisamment imprégnée de ce conseil-là pour bousculer les habitudes au sein des formations politiques. Nous notons avec beaucoup de joie et que la jeunesse, effectivement, dans la chose de l'État, la représentativité de la jeunesse est de plus en plus remarquable. Vous irez de la présidence de la République aux différents bureaux des ministères, en passant par les mairies et autres et bureaux administratifs, que vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes à qui on donne des responsabilités. C'est une chose. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le frère Dupurs, c'est que nous devons noter une chose quand même que nous ne devons pas perdre de vue, nous les jeunes. Et 2 points. Premièrement, nous sommes africains. Nous sommes africains et nous avons nos us et coutumes, différemment de ce que les autres pensent ailleurs. C'est-à-dire que pour nous les Africains, le doyen, le vieux, l'ancien ou alors l'aîné est pris comme un sage. Et donc, nous disons oui à la jeunesse. En tout cas, nous sommes de ceux qui pensons que oui, pour une jeunesse plus intégrée dans l'outil de l'État, mais sous la supervision des anciens. Parce qu'il faut que ce soit une transition progressive. C'est une infantilisation claire de la jeunesse à travers ce discours. Permettez-moi, tout ce qu'il y a, permettez-moi, oui, ça peut être, mais non, quand ces anciens sont quand je dis ceci, de deniers publics, permettez-moi, quand ces anciens s'attaquent à l'État, probablement, quand ces anciens le jour sont patriotes et la nuit. Oui, mais aujourd'hui justement, il nous revient à quoi? Quand je dis transition, tout n'est pas que mauvais chez les anciens, reconnaissons-le. Les anciens ont aussi quand même cette lucidité et cette vision que nous jeunes n'avons pas. Vous avez pris un exemple tout à l'heure. Si vous étiez parlementaire, vous seriez allé arracher la liste sur le perchoir. Oui. Mais en démocratie, ça ne se fait pas, mon cher ami. Ça fait 3 ans que les gens meurent. Parce que les gens sont dans tous les cas de figure, ils sont tellement sages que les gens meurent. Nous pensons... Alors que les jeunes auraient été plus dynamiques. Non, le dynamisme n'est pas l'expérience. Il faut un dynamisme, mais encadré. Mais ailleurs, ça se passe et on voit ça comment. Je chute sur mon propos pour dire que nous avons besoin, et nous restons sur la forme de la pensée qui veut que nous sommes africains. Ne perdons pas de vue que nous sommes africains. Nous sommes encore jeunes en démocratie. La démocratie, c'est là, c'est encore... on n'a même pas été préparé à ces choses-là qu'on nous a amenées. Donc on ne peut pas plonger avec les 2 mains et les 2 pieds dans quelque chose que des gens nous amènent, qu'ils ont déjà 100 ans, 200 ans avant fabriqué chez eux, et viennent nous donner, qui n'est même pas adapté à nos us et coutumes. On essaye de s'accommoder. Dans cela, nous ne devons pas perdre une chose, nos repères et nos valeurs africaines. Nous avons besoin des anciens pour la transition que nous allons conduire pour nos enfants. Mais on ne dit pas que tout ce que les anciens ont fait, c'est des modèles, c'est des repères sur lesquels on doit s'identifier, mais il n'y a pas que du mauvais en les anciens. Je pense qu'en cela, il y a la transition justement, en nouvelle génération et ancienne génération, qu'il faut essayer d'entretenir jusqu'à ce que nous ayons, n'est-ce pas, toute l'armature nécessaire pour, n'est-ce pas, demain prendre le relais et tirer aussi nos enfants. C'est très important. Merci Abdulaziz. Oui. Nous dénonçons vraiment cette histoire d'avis d'imposition. S'il est normal qu'il faille être en règle sur le plan fiscal pour intégrer une liste aux élections législatives à l'Assemblée nationale, nous trouvons anormal véritablement que un jeune, relativement pour une taxe au TVP, pour un petit dysfonctionnement au niveau des impôts, relativement, ne se voit exclu du processus électoral. Alors que, on dira encore que je tire sur les anciens, nous avons des grands barons qui sont en gros contentieux avec l'État sur le plan financier, qui ont un certain nombre de contentieux au niveau des douanes, et on les retrouve dans un certain parti. S'il faut véritablement l'éthique et la morale, que ce soit pour tout le monde, nous le dénonçons relativement. Il ne faut pas que véritablement la politique et cette histoire d'avis d'imposition devienne subtilement en fait un piège ou bien une astuce d'un parti national pour exclure un certain nombre de jeunes relativement du jeu politique. C'est en ça aussi où nous trouvons un certain
certain nombre d'anciens irresponsables parce que ces subtilités-là viennent, on le sait, des conservateurs d'un parti qui ne veulent pas affronter les jeunes lors des débats télévisés et surtout sur la scène politique. Nous dénonçons cela. Je voudrais évacuer quelques réactions en rappelant aux téléspectateurs que nous ne prenons pas d'appel. J'en ai reçu une vingtaine et pourtant c'est affiché SMS et WhatsApp. Le RDPC ne peut pas faire le débat car il n'a pas d'argument. Les dirigeants ont plus de 70 ans, sans oublier les crises anglophones. C'est Marc, depuis le Gabon, qui nous a écrit ce message. Je vais en évacuer quelques-uns pour que nous prenions l'autre thématique. Alors, M. Tatsinda, les mêmes doivent rester éternellement. Pourquoi son parti ne va pas aux élections? Je ne pense pas que son parti vous a dit qu'il n'allait pas à ce scrutin-là. Il faut suivre attentivement l'actualité de cette formation politique. Good morning, programme des CPDM. The government of Cameroon want to make it difficult for political to register so that they will fraud the election. Ce message n'a pas été signé. Continuez donc à réagir par SMS et par WhatsApp au débat ce dimanche. On va donc rapidement aborder la deuxième dorsale de cette émission pour parler avec Bertrand de ce projet de loi portant modification de quelques dispositions du code pénal au Cameroun. Le motif d'outrage à la tribu sera donc forcément intégré dans le code pénal camerounais en cas d'adoption et de promulgation de la loi qui a été donc jugée recevable par la conférence des présidents. Sur ce sujet, Bertrand, la presse qui évoquait la question du discours et des discours de haine disait qu'à travers ce projet de loi qui pourrait prospérer au regard de la coloration des deux chambres, eh bien la fin de la récréation se précise. Ça sera difficile. Et en ça, Maître a eu raison de dire que au-delà du débat politique, il faut qu'on reste républicain. C'est-à-dire qu'on sache se respecter parce qu'on a un bien commun. Le bien commun, c'est notre pays et c'est notre unité nationale. Et c'est pour ça que je parlais, dans aucun pays au monde, la politique ne se fait sans un minimum de consensus sur certaines valeurs. Aux États-Unis, en ce moment, c'est extrêmement dur le jeu politique. D'ailleurs, les démocrates ont introduit ce qu'on appelle un impeachment, une procédure de destitution du président de la République. Mais ils ont une valeur, la nation américaine, la force américaine, l'unité américaine. Et c'est en ça. Et nous nous sommes rendus compte avec la crise à l'extrême nord, avec la crise dans le Nozo, que notre unité nationale était encore relativement fragile et qu'il suffisait de mettre en mal cette unité nationale pour que les répercussions soient énormes sur le plan économique et politique. Comment est-ce que cela va s'appliquer sur le plan pratique réel? C'est difficile. Je prends un exemple simple. On en rigole même souvent d'un certain nombre de banalités que l'on prononce à longueur de journée. Oh, vous les Bamileke, vous aimez beaucoup de l'argent. C'est un propos haineux. Toi, mon frère, vous allez aux toilettes avec le Kleenex. Oh, vraiment, toi, mon frère, Aoussa, dès qu'on a un problème, tu sors le couteau. Comment ça va être appliqué? Deuxième des choses, pour moi, ça a une portée limitée. Prenons quelqu'un qui est en exil alimentaire en France. Aujourd'hui, il y a des groupes WhatsApp. Groupe WhatsApp vendeur de beignets. Groupe WhatsApp avocat. Groupe WhatsApp journaliste. Groupe WhatsApp j'aime le Cameroun. Mais lui, de l'étranger, il infeste le Cameroun de propos haineux, de propos, comment je vais dire que tribalistes, de propos en fait qui amènent les Camerounais à se diviser. Qu'est-ce que la loi fait? Le Cameroun rentre en coopération judiciaire avec l'étranger et dit, bon, moi, je condamne ça. Maître va nous éclaircir là parce que c'est un professionnel du droit et de la chose pratique du droit. Donc, est-ce qu'on a fait une forme de simulation? Où sera la limite? Donc, je crois que cette loi-là doit aller avec ce qu'on appelle l'instruction civique. C'est-à-dire que, à partir, que ce soit le sous-système éducatif anglophone, francophone, des mots que nous devons même déjà bannir, cette loi-là doit commencer déjà à bannir ces mots-là. On doit pouvoir enseigner à un enfant de 3 ans que son ami, effectivement, qui vient de l'extrême nord, de l'est ou de l'ouest, est son frère, comme Maître le disait, et qu'il n'est en aucun cas dans une commune mesure de prononcer quelque chose qui met en exergue leur différentiel. Nous les parents, vous savez que vous avez des familles au Cameroun qui expliquent à leurs jeunes filles, oh, ramène-nous tout, sauf un. C'est-à-dire qu'on explique à la jeune fille que ramène-nous tous les maris, tous les prétendants, sauf un.
c'est sur le, soit c'est en fonction de l'appartenance religieuse, soit c'est en fonction des on-dit. Il paraît que ceux de telle région sont, est-ce que la loi comment, donc la forme et l'application pratique de la loi, on n'en a pas encore le texte définitif. Pour l'instant, ça a fuité dans les réseaux sociaux, j'ai pu lire quelques lignes. Je suis sceptique. Je crois que c'est la conscience que les Camerounais devraient avoir, des leaders d'opinion que nous sommes, des journalistes que vous êtes, Monsieur Sanjo, et l'instruction civique à l'école. Il sera très difficile par une loi. Vous savez, un braqueur, il sait ce qu'il risque quand il entre chez vous, hein, avec une arme, hein, et qu'il viole votre épouse. Hein. Il sait que c'est le tribunal militaire et c'est la peine de mort. Est-ce que ça le dissuade d'entrer chez vous avec une arme, de violer votre épouse et votre fille, alors qu'il sait effectivement ce que la loi lui réserve? Tribunal militaire et peine de mort. Donc, l'application de cette loi, Maître nous dira, mes co-panélistes diront ce qu'ils en pensent, on verra, mais c'est déjà bien, parce qu'il y a un parti politique, il y a des forces politiques, il y a des hommes politiques qui ont introduit la haine, effectivement, véritablement au sein du débat politique. Serge Gauthier Onanina, cette loi en cas d'adoption peut-elle être dissuasive? Il faut d'abord commencer par saluer l'intention de la loi. Maintenant, pour finalement lui reconnaître des limites. Parce que la particularité de cette loi, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup plus au discours sur la haine tribale plutôt qu'aux actes de tribalisme, c'est-à-dire à la pratique. Moi, je vais être concret. Quel contenu réel mettons dans la haine tribale? Dans un État où tout est tribal, les associations, les réunions, les tontines, les nominations, les recrutements, le quartier, les mariages, les corporations. Qu'est-ce qui est tribal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand dans une entreprise, parce que quelqu'un vous dit qu'il est une entreprise privée, mais qui a des missions publiques, quelqu'un vous dit que c'est son argent qu'il y a mis et se permet de ne que recruter les siens. Sommes-nous dans la pratique du tribalisme ou pas? Lorsqu'on limoge quelqu'un dans une entreprise sur la base de son appartenance tribale, parce qu'il faut recruter le frère, sommes-nous dans la dynamique tribale ou pas? Lorsque dans la même entreprise ou dans le service public privé, et privé, mais qui a des missions publiques, nous sommes 4, nous sommes 5 sur ce plateau, on suppose que nous sommes dans un contexte d'entreprise, dans une salle, nous sommes en train de travailler, et que 4 se mettent à parler leur langue, alors que la loi consacre le bilinguisme comme langue, le français et l'anglais comme les langues officielles qui doivent être parlées dans les administrations publiques et privées qui ont des missions publiques, et que vous parliez, 4 parlent leur langue, et pour la première fois, ça peut être toléré, la deuxième fois, que doit penser la 5e personne? N'est-elle pas en train d'essuyer là une question de tribalisme? Je voudrais savoir, dans la pratique, comment le juge, on a heureusement un avocat à nos côtés, qu'est-ce qu'il va mettre quand quelqu'un me traitera de sardinard ou de tontinard? Comment on réussit à démontrer que ce sont des propos tribalistes ou de porc qui ne doit pas accéder au pouvoir? Comment on réussira à démontrer que ce sont des actes tribalistes ou des propos tribalistes? Alors là, c'est un problème de contenu. Quel contenu profond? Il faut que cette loi soit profonde et pertinente dans le contenu pour pouvoir évacuer un certain nombre de situations qui ont mis notre pays à mal et en danger depuis un certain temps. Maître Julio Sachou-Ngotabe, vous serez peut-être l'avocat aussi de service ce dimanche pour parler de votre expertise dans le domaine. On a au moins parcouru l'exposé du motif de ce projet de loi portant modification de quelques dispositions du code pénal et qui vise visiblement à sanctionner le discours de haine au Cameroun. Au regard de ce document, avez-vous le sentiment que la portée peut avoir une emprise sur ce qui est condamnable aujourd'hui? D'abord, je ne suis pas ici comme avocat et je m'interdis de parler comme avocat parce que chez nous, ce n'est pas autorisé. Bon, j'allais dire l'expert des questions de droit. Ah oui. Dans tous les cas, je sais que nous sommes en train de parler de ces sujets parce que beaucoup parmi nous ont lu un document qui circule dans WhatsApp. Je demande d'abord, qui parmi nous a vu la personne, n'est-ce pas, qui indique que c'est lui qui a fait circuler pour prendre la responsabilité? Est-ce que vous êtes sûr qu'un tel projet de loi a été déposé à l'Assemblée? Moi, je prends ça avec beaucoup de réserve. Parce que je ne peux pas commencer à commenter sur la base d'un document dont je ne peux pas justifier la provenance. Qui est l'auteur? On sait qu'au Cameroun, les projets... Il n'y a pas eu de démenti, Maître Achou. Comment vous avez démenti quelque chose qui ne dit pas mon consent?
lorsqu'il y a un projet, on sait que tous les projets de loi au Cameroun passent par la présidence. Et si vous avez vu la présidence un jour venir faire des discours anti-concernant le projet de loi, jamais. Moi, dans tous les cas, moi, j'ai beaucoup de réserves en ce qui concerne la vérité, n'est-ce pas, de ces documents. Car cela détient, je suis de l'avis que le juge pénal serait dans la difficulté de déterminer ce que veut dire le tribalisme. C'est pas facile pour un juge pénal de déterminer ça. Mais le juge pénal, n'est-ce pas, peut facilement déterminer ce que veut dire les propos indécents ou injurieux. C'est facile. À ce titre, pour régler le problème du tribalisme de cette façon, lorsque c'est injurieux ou bien indécent, on doit laisser ça entre les mains d'un juge. On doit seulement renforcer leur indépendance pour en déterminer. Car cela détient, on regarde le tribalisme sur sa globalité. On sait qu'un Mundang, un Banganté, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes tribus. On sait que je suis semi-bantou. On sait que il y a des bantous également. On sait que il y a les Sawa qui sont dans le littoral et dans le sud-ouest. On sait qu'il y a des Babeleke ou Grassfield dans l'ouest et dans le nord-ouest. On sait que vous sortez des Bangoula ou bien des Bavotu comme moi, c'est un village, c'est un tribu, ça peut être également un tribu. Bon, dans toutes ces notions-là, vous voyez avec moi que c'est difficile de déterminer le problème du tribu même. Parce qu'il faut noter par exemple, dans le nord-ouest que je sors, je suis de Mogamo, donc il couvre la zone de Batimo jusqu'à Santa, Bavotu, c'est comme ça. C'est un tribu. Et en même temps, je suis également de Opangemba, qui couvre, n'est-ce pas, une partie, c'est même un même endroit. Donc ce serait très compliqué, n'est-ce pas, de définir et déterminer ce que vous dites tribu au Cameroun. D'autant plus que nous avons 250 tribus différentes, avec des villages, n'est-ce pas, qui se croient, qui se prennent pour un tribu. Il y a certains villages qui se prennent pour un tribu, tout un tribu, alors que cette notion est très vaste. Si on regarde ça en tant qu'Africain, nous sommes les Bantous ou quoi? Nous sommes les semi-Bantous, nous sommes les femmes ou nous sommes quoi? Bon, moi je pense également que c'est très difficile pour un juge pénal de vouloir déterminer ce que veut dire tribu. Car cela le tient, à mon avis, le Cameroun est le pays que nous voulons parce que nous avons réussi à vivre dans notre diversité pendant plus de 100 ans. N'oublie pas que le Cameroun a commencé depuis 1884. Et cette entité dit Cameroun a réussi à vivre ensemble pendant des années, plus de 200 ans aujourd'hui. Malgré nos divergences d'origine tribale ou pas, malgré ça, nous avons réussi à nous mettre ensemble. Et c'est ça notre force. Donc le tribalisme est notre force. Quelqu'un m'a dit, comme je suis peut-être mon français un peu approximatif, mais quelqu'un m'a dit qu'on doit faire la distinction entre la tribalité et le tribalisme. En effet. Bon, c'est quelle de ces notions qu'on va adapter. Lorsqu'on commence à entrer, n'est-ce pas, dans la complication de langue, là, nous sommes en train de mettre le juge pénal en difficulté. Et c'est difficile pour lui, n'est-ce pas, d'apprécier un certain nombre de faits. Moi, je pense par contre, lorsqu'il s'agit de propos indécents et injurieux, même si c'est tribal ou non, on doit laisser ça entre les mains d'un juge qui va en déterminer le moment venu. Parce que vous vous sentez abusé par le tribalisme, vous avez le droit de saisir le tribunal. C'est à vous de justifier que c'était indécent ou injurieux. Mais il faut noter également que, à cause de cette crise dans le Nosso, le chef d'État a créé la commission de bilinguisme et multiculturalisme. On devait laisser cette commission, cette groupe de personnes, n'est-ce pas, essayer de sortir avec ce que veut dire tribalisme ou multiculturalisme, dans cette notion-là. Parce que le texte a bien parlé de bilinguisme, multiculturalisme et autres là, mais ce texte n'a pas défini de quoi s'agit-il. Il faut que cette commission s'assoie d'abord pour définir, n'est-ce pas, les termes, donc les notions qu'on a utilisées pour créer les propres commissions. Or, ils n'ont pas fait jusqu'aujourd'hui. Et à mon avis, lorsqu'on parle de tribalisme et autres, on devait laisser, cette commission doit se mettre au travail pour essayer de déterminer ces choses-là. Et en même temps, on devait leur donner la capacité de le régler, de le gérer et de le sanctionner.
lorsqu'il y a le tribalisme négatif. Parce que le tribalisme n'est pas toujours seulement négatif. Abdulaziz Konaté, sous réserve de la véracité du document, même si toute la presse cette semaine a évoqué évidemment ce projet de loi-là, Maître Achou nous posait la difficulté qu'il pourrait y avoir dans l'implémentation d'une telle disposition si jamais le document était officiel et effectivement en cours d'étude au Parlement camerounais. La difficulté au niveau de l'interprétation même de la notion de tribalisme et de tribalité, c'est un réel problème selon l'avocat. J'allais dire l'avocat, il n'est pas là comme avocat, mais selon le spécialiste du droit, parce que c'est aussi également l'une de vos casquettes. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Écoutez, pour répondre à cette intrigue, parce que pour l'instant, comme Maître disait, c'est sur les réseaux sociaux, on n'en est pas encore sûr, on ne connaît pas l'origine. Bon, un État ne se gère pas, heureusement, par les réseaux sociaux. Donc ça reste encore une rumeur, tant qu'elle n'est pas confirmée, il n'y a pas eu de démenti, ok. Mais je voudrais revenir un peu plus haut, plus loin. Vous savez, le problème de tribalisme, comme tous les autres problèmes qu'on décrit au quotidien dans nos sociétés, sont des problèmes qui ne tournent autour en réalité que d'une seule chose. Ce mot s'appelle l'incivisme. L'incivisme, pourquoi? Je vais m'expliquer. Moi, je me rappelle, nos parents nous disaient qu'à l'époque, quand ils travaillaient, tu étais avec ton collègue dans le bureau. Pendant 5 ans, tu ne savais même pas de quelle région il était. Ça ne t'intéressait pas. Vous vous entendiez bien, ça passait bien, il n'y avait pas de savoir, il est de l'Est, il est du Nord, ce n'était pas le souci des gens de cette époque-là. Mais oui, on a vécu ça il n'y a pas encore très longtemps. Donc si aujourd'hui, pour un souci ou un autre, on revient à nos vieux démons, peut-être fût-il par quelques hommes politiques ou alors des orientations obscures, il faut dire que c'est parce que c'est déjà venu trouver un terrain fertile à ce que justement ce genre de pandémie se propage. Le problème aujourd'hui de tribalisme, c'est un problème pour moi, bon, je ne suis pas juriste, mais je serais tenté de dire un non-lieu. Pourquoi? Parce que nous devons, et lors du dialogue national d'ailleurs, c'est l'une des propositions que moi j'avais émises. Je reprends un peu un paramètre du frère Bertrand sur l'instruction civique. Moi j'ai été de ceux qui ont fait cette proposition-là, de dire que nous devons penser comment est-ce qu'on doit rééduquer nos populations. Parce que quand vous êtes en train de rouler, Yves, vous êtes sur la chaussée, un bentikiner vous gratte la voiture. Pour peu que vous le regardez, même pour lui demander c'est comment, il a déjà refait toute votre généalogie. Oui. Vous avez un Camerounais qui vient étaler des outils, sa marchandise sur la voie publique. Ah ouais. C'est vous avec la voiture qui devez le dévier. Vous avez un individu qui gare sa moto sur la voie publique et il pisse sur le trottoir. Oui. Yves, nous sommes là dans une situation dangereuse. Oui. Il y a des mesures répressives comme si même ce projet de loi venait à passer, nous ne devons pas toujours être répressifs. Nous devons aussi chercher les causes et essayer de régler le problème au niveau des causes. Aujourd'hui, il faut rééduquer une couche de notre société pour sauver les générations à venir. Moi, j'ai proposé lors du dialogue national un centre de création d'instruction civique obligatoire pour tous les Camerounais. Je m'explique. Tous les Camerounais qui sont en transition en entrant dans la majorité doivent pouvoir faire leur formation en instruction civique obligatoire, inscriptible dans la CNI. Ça veut dire que quoi? Quand vous êtes de 17 ans pour passer à 18 ans, je crois qu'on est majeur au Cameroun à 18 ans, on vous envoie, on n'a pas besoin de créer un centre pour ça. On a Yaoundé, là on forme les policiers. On n'a qu'à prendre des spécialistes en la matière, même si vous n'avez même pas le CEP. Supposons que je viens d'abord pour ceux qui sont de la minorité pour la majorité. Vous allez faire ça et au sortir de là, on inscrit ça, on vous donne une attestation et on inscrit cela dans votre CNI. Si vous êtes moins de 35 ans, on vous recycle, on vous envoie faire cette formation. Parce que cette formation-là va vous apprendre le B à bas de comment fonctionne votre pays, comment respecter. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on lève même les couleurs, les gens sont en train de parler au téléphone. Les gens passent, les gens montent, ils descendent. C'est grave. Les gens, la valeur même, la symbolique de la République a disparu dans l'esprit des Camerounais parce qu'on est occupé par des choses, par le quotidien.
Et ça, c'est parce qu'il y a peut-être à un moment ou à un autre un relâchement de certains, justement, de certaines personnes qui sont au centre des responsabilités, qui n'ont pas su comment gérer certaines choses. Aujourd'hui, ce centre d'instruction-là viendrait résoudre quoi? Parce que si vous inscrivez ça dans la CNI, par exemple, d'un citoyen camerounais, et que vous le surprenez en train de pisser sur la tête de la voie publique, il est contrôlé, on voit qu'il a fait cela, il va subir la peine la plus lourde. Il n'aura plus de justificatif parce qu'en réalité, nul n'est supposé ignorer la loi. Vous aurez de moins en moins, quand vous allez aujourd'hui, on dit la majorité de la jeunesse camerounaise, de la population camerounaise est jeune. Allez au marché central de Douala où j'y suis, où j'y mène mes activités. Vous verrez que c'est les jeunes qui sont majoritaires, qui sont là avec des pouces, avec des étalages sur la voie publique. Mais ces jeunes-là, vous pensez que s'ils ont fait leur centre d'instruction civique, il sait que c'est un endroit, il peut aller exposer sur la voie publique? Je ne pense pas. Sachant les peines qu'il encourt. Voilà par exemple des mesures dans le plan de l'éducation. Parce qu'on a besoin d'éducation. Je pense d'ailleurs que le forum de la paix qui s'est déroulé à Paris récemment était l'une des thématiques qui avait été retenue parmi les 700. Justement l'éducation. Parce que l'éducation est très importante et on voit d'ailleurs le bien fondé de cela au Rwanda aujourd'hui. Qui sort de 20 ans du génocide. Bertrand, sur la question du tribalisme, nous allons forcément reformuler en attendant, évidemment sous réserve de l'authenticité du document qui est évoqué, même si je l'indique, toute la presse, voire nationale et internationale, a suffisamment évoqué ce document-là. Mais comment on fait au Cameroun si on reformule la thématique pour préserver l'unité nationale et la cohésion sociale? Disons promouvoir le d'abord que vivre ensemble de manière pratique. Je suis impressionné de comment je vais dire que de l'implication d'un jeune. Mon frère Abdelaziz, c'est un jeune, de son implication, et c'est ce que Maître disait. Il n'a pas attendu, comment je vais dire, que avoir l'autorisation de quelqu'un pour être d'autorité et parler d'autorité au dialogue, de faire ses propositions à la très haute hiérarchie, c'est-à-dire au Premier ministre, très certainement, qui va le remonter au président de la République. C'est une idée extraordinaire. Mais on ne peut pas parler de ça sans tenir compte aussi du fait que le pays va connaître la crise économique. C'est-à-dire que le pays va connaître la crise économique et le pays va connaître en 90 l'ouverture démocratique. À partir du moment où le Cameroun ne va plus avoir sa machine à intégrer qui va marcher. Vous savez, au début des années 80, le Cameroun avait l'une des plus grandes holdings dans le monde, la SNI. La SNI avait près de 450 entreprises et gérait les participations d'entreprises publiques. Mais c'était quoi? C'était 3% de taux de chômage. On ne le savait pas. Et c'est cette période-là dont parle M. Abdelaziz. De savoir que, effectivement, moi j'étais jeune étudiant en 6e, je crois, 81, en 6e au lycée Leclerc. Mais, Zé, tu me disais, monsieur Tatiela, tu me disais que Zé, c'est quelle origine? Tu me disais que Abdourahman, c'est quelle origine? Tu me disais Tangana, c'est de quelle origine? Je ne pouvais pas te le dire. Je savais que c'était des camarades de classe. On n'avait qu'une distraction, le football. On n'avait pas de bar, on avait le football et nos cahiers comme distraction. Quand à partir de 1984, il va y avoir ce qu'on va appeler la chute des cours, où le pays va rentrer en grande récession. 90, ouverture démocratique. Eh bien, homme politique va devenir un métier. Et les gens vont utiliser toutes les forfaitures pour se retrouver dans les positions de pouvoir. C'est-à-dire que les gens vont expliquer. Il y a même eu dans ce pays, quand vous parlez de tribalisme, j'étais étudiant en France, on expliquait que quand vous saluez un biafrais, votre sexe disparaissait. Mais c'était en période de récession forte. C'est-à-dire que cette population que nous devons accueillir, qui va apporter à ce pays, c'est-à-dire nos frères venant du Nigeria, ils vont être, comment dire le mot, ils vont être, comment je vais dire, que victimes d'une forme de sectarisme. On va s'attaquer à un moment donné à leur bien expliquant qu'ils font disparaître le sexe sans présenter un Camerounais et dire voilà un monsieur dont le sexe a disparu. Donc vous voyez donc que régler ces problèmes, c'est bien. Régler ces problèmes sur le plan éducatif, il va falloir relancer notre machine économique. C'est-à-dire que cette nouvelle, comment je vais dire que, configuration politique qui va être mise en place après les élections aura pour moi un seul objectif, de relancer la question économique. Quand Camerounais a mangé, Camerounais peut se loger, Camerounais peut se soigner de façon décente, envoyer son enfant à l'école. Rassurez-vous, il ne regarde plus son voisin qui vient de s'acheter sa nouvelle voiture ou bien dont le commerce marche bien et dit que c'est lui la source de mes problèmes. Donc, si on prend toutes les décisions du monde et que notre économie ne produit pas suffisamment de richesse, n'intègre plus, même nos voisins, parce qu'on accueille aujourd'hui les enfants centrafricains, considérez-les déjà comme des Camerounais.
beaucoup ne rentreront pas. Il ne faudrait pas que demain on explique que ah, toi tu es centrafricain, comme par exemple le quartier de M. Abdelaziz qui est devenu, comment je peux dire, un laboratoire de multiculturalisme, son quartier de Ben. Très bien. Je voudrais, Serge Gauthier, qu'on aille, on est dans le sens des propositions. Au niveau du peuple uni pour la rénovation sociale, comment on peut consolider le vivre ensemble? Parce que c'est finalement le nœud du problème qui vaut aujourd'hui des appels au calme pour ce qui est des discours de haine, parfois sur les réseaux sociaux et sur les médias conventionnels. Comment est-ce qu'on peut procéder véritablement? Uniquement par l'éducation? Bien sûr. Vous avez touché là où il fallait. Vous savez bien que dans notre projet de société, l'un des axes forts, c'est l'éducation. Parce que nous nous posons toujours la question de savoir quel Camerounais voulons-nous pour notre pays. C'est le débat au centre de cela. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, si on a formé le bon Camerounais en faisant de lui quelqu'un de compétitif, de performant sur le marché, en faisant de lui quelqu'un de bien, de poli, de courtois, de civilisé, tous ces problèmes en rapport avec le tribalisme et la haine vont être évacués. Donc il faut principalement d'abord insister sur nos questions, la question de l'éducation. Maintenant, il faut capitaliser notre multiculturalisme, c'est-à-dire notre pluralité identitaire comme une richesse et non pas comme un danger, une menace. Parce qu'aujourd'hui, avec le discours haineux, l'autre est devenu un étranger et une menace pour nous. Alors qu'avant, on disait le Cameroun est une mosaïque culturelle. Qu'est-ce qu'on disait? L'Afrique en miniature. C'était ça qu'on vendait. Il faut revenir à cela, faire une sorte de, construire une sorte je ne sais pas moi, de marketing, mais d'éducation autour de cette identité camerounaise, mais qui est plurielle, qui est diverse et qui est riche. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'injustice sociale, à cause de l'impunité, les gens ont l'impression d'être exclus. Et c'est cette exclusion qui donne l'impression que la diversité n'est plus la richesse, mais le danger. Maître Julius Sacho Gotabé, en attendant, peut-être qu'on mette le juge pénal au travail. Et le document est effectivement adopté. Il y a qu'il faut quand même préserver l'unité nationale. On parlait de l'Afrique en miniature. Serge Gauthier fait d'ailleurs bien de l'indiquer. Le Cameroun, c'est un peu plus de 240 ethnies aujourd'hui. C'est une fierté en tout cas pour la sous-région et de manière générale pour l'Afrique de voir à quel point ces communautés vivent en harmonie. Mais il faut évidemment préserver cet acquis-là. Au RDPC, on y songe. Et par quelle méthode vous comptez continuer à préserver cet acquis? Vous voyez même la difficulté. Entre ethnie et tribu, quelle est la différence? Donc, c'est très compliqué. Moi, je n'ai jamais été tribaliste ou bien. Parce que j'ai décidé moi-même de venir vivre à Douala. Là, c'est pas mon. Je ne suis pas né ici. Ce n'est même pas de ma région. J'ai préféré Douala. J'ai regardé le Cameroun et dit, bon, je préfère vivre à Douala pour mener ma vie. Ok, c'est un choix. Tout le monde doit regarder le Cameroun comme ça. Quand cela le tient, je me rappelle dans les années 70. Quand vous étiez au niveau du 3e, pendant les grandes vacances, les élèves avaient l'obligation d'aller en Gaonda pour faire la formation militaire. Là, on vous enseigne le civisme. C'est-à-dire, avant que j'arrive à 3e, on avait déjà arrêté ça. Mais c'est très bien à cette époque, de telle sorte que vous sortez de là très discipliné dans votre tête. Et en même temps, vous étiez comme un réserve pour l'armée camerounaise parce que vous étiez enseigné, c'était un certain nombre de choses, et pour que vous, comment aimer votre pays. Moi, j'estime qu'il n'est pas tard. Vous voyez les Benskidais là qui sont les champions des incivismes, on peut toujours bien les contrôler. J'ai remarqué un jour, il y a un commandant de gendarmerie de Mpopi qui organisait des matchs de football avec le Benskidais. Après le match, ils avaient eu le temps, n'est-ce pas, de parler des problèmes, n'est-ce pas, des villes, comment ça se passe. Et j'ai constaté que ces Benskidais ont des associations ou des syndicats. Il faut que, avant d'être autorisé de rouler avec votre moto, vous devez passer par un séminaire d'1 ou 2 semaines avec un diplôme. Dans le but de montrer que vous avez été formé comment aimer votre pays et comment respecter le droit de l'autre. La même chose avec les chauffeurs de camionneurs, on peut bien le faire. C'est pas très compliqué. Mais il faut que nos responsables, surtout les militaires, parce qu'en fait,
c'est les forces armées et autres là qui sont ses responsabilités, de faire de telle sorte qu'il y a du civisme dans la ville. En plus de ça, oui, on a bien parlé de l'éducation et autres. Je me rappelle dans la zone anglophone, il y avait un monsieur qui s'appelle S.N. Tita, que je ne peux jamais l'oublier, parce que c'était la seule personne dans la zone anglophone qui écrivait des petits bouquins comme ça, pour permettre, n'est-ce pas, même aux enfants de l'école primaire, de connaître ce que veut dire le civisme dans un État. À cette époque, on était condamné de connaître même tous les ministres, tous les ministères, tous les directeurs, tous les députés, et ainsi de suite. Il était le seul qui faisait ce petit livre-là. Je me rappelle très bien, S.N. Tita. Depuis que, je crois qu'il est même déjà décédé, peu à son âme, depuis qu'il disparaît, mais j'ai constaté que ça n'existe même plus. Au Cameroun, ça n'existe plus. On n'enseigne pas le civisme aux enfants. Très bien. Je voudrais évacuer quelques réactions pour que nous prenions, ce sera en 1 minute, avec la complicité de la réalisation, la dernière dorsale. Alors, j'ai dit que je ne prenais pas d'appel, je ne comprends pas pourquoi vous insistez avec les appels, alors que je peux aisément lire vos réactions uniquement par SMS. I wish to find out from the debates how the government intends to blind the special stature of Nozo with the legislative and municipal election already announced. Thanks. Voilà. C'est Poli qui nous a écrit, ce message. Bonjour le panel. Quelle solution pour ces enseignants qui prolifèrent les propos tribaux aux apprenants? C'est une question peut-être qu'on va adresser aux différents ministères en charge de l'éducation au Cameroun. La loi n'a pas pour finalité que de museler la presse et l'opposition quand on empêche un parti de tenir un... Écoutez, soyons dans le débat. Hein. Je vous vois venir, mon cher Ngoko. Nous parlons de la préservation de l'unité nationale à travers, évidemment, l'actualité du jour. Nous ne parlons pas des manifestations publiques ce matin. Bonjour le plateau, félicitations pour le sujet d'aujourd'hui. Il est la vie sociale au Cameroun. Vous savez, la solution peut venir des organisations non gouvernementales locales. La promotion de la construction du tissu social peut seulement faire l'affaire de l'État. D'ailleurs, l'État a d'autres choses à faire. C'est l'un de mes projets. Je suis Norial Mohamed depuis Mokolo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Alors, hello to you all. The president has called election again in this of crisis. I want to ask, who will the Northwest and Sud-Ouest take part in the election? Je crois que il veut certainement vous demander si effectivement il y aura un électorat suffisamment fort pour cette élection-là. Eh bien, la réalisation m'indique qu'on ne pourra pas prendre la dernière thématique. C'était peut-être une thématique sur laquelle je voulais qu'on greffe un seul mot, sur l'intervention du président de la République, Paul Biya, qui cette semaine à Paris est revenu sur la question et la problématique des réformes des instruments de coopération multilatérale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également les institutions de Bretton Woods. On en parlera probablement dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Je voudrais remercier Abdelaziz Konaté de la société civile qui était avec nous ce dimanche. Merci d'être venu. Je remercie également Bertrand Tassidna qui était là pour le compte du nouveau mouvement populaire. Je remercie Serge Gauthier Onanina qui était là pour le Peuple Uni pour la rénovation sociale. Et puis infiniment merci à Maître Julius Acho Ngotabe qui était là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci de vos multiples contributions à l'édification d'un débat constructif, même s'il est parfois critique. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon dimanche et à dimanche prochain. Merci.